Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Pan African News. À la une de ce journal, il est ouvert ce mercredi 14 février à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine, qui se tient conjointement avec la 44e session ordinaire du Conseil exécutif. L'élection du nouveau président est l'un des sujets majeurs. Et au Mali, les dirigeants lancent un système informatique propre au pays pour la gestion des données du recensement administratif. Mali Koura Biométrie est le nom donné à ce système. À tout à l'heure pour le développement. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette information capitale pour tous les Africains. Il s'est ouvert ce mercredi 14 février à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine qui se tient conjointement avec la 44e session ordinaire du Conseil exécutif. L'élection du nouveau président est l'un des sujets majeurs. Je vous propose de regarder cet élément. Les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays membres de l'UA se réuniront progressivement jusqu'au 17 février prochain dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, en marge de la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Ces dirigeants africains se retrouvent une fois par an pour discuter des questions d'intérêt continental et prendre des décisions sur les politiques et les programmes de l'organisation. Cette année, il se penche sur une série de sujets cruciaux, notamment la présidence de l'organisation, conflits militaro-diplomatiques et la crise politique. La session ordinaire du Conseil exécutif, quant à elle, réunit les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine ainsi que d'autres hauts responsables. Les participants examinent et élaborent des recommandations sur diverses questions à soumettre à l'Assemblée générale pour décision finale. Le Conseil exécutif joue un rôle essentiel dans la préparation des délibérations de l'Assemblée générale et sert de principal organe exécutif de l'Union africaine. Lors de cette session, les dirigeants africains ont prévu de discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est le schéma et le plan directeur de l'Afrique visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir. C'est le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Élu président de l'Union africaine le 18 février 2023, le président des Comores, Azali Assoumani, termine sa mission de 12 mois dans quelques jours seulement. Il aura le temps de dresser le bilan de cette année écoulée devant ses pairs avant de passer le flambeau. Le nom de son successeur devrait être annoncé lors de ce 37e sommet des chefs d'État de l'organisation panafricaine le 18 février 2024 à Addis Abeba. Selon le principe d'alternance, celui-ci doit être originaire d'un pays d'Afrique du Nord. Eh bien, je le disais déjà en titre, Mali Koura Biométrie est le nouveau nom du système informatique donné par les dirigeants du Mali. Après avoir récupéré l'ancienne plateforme confisquée par la France, ce système permettra de faire le recensement administratif à Bamako et partout dans tout le pays. Regardons ceci. Entre souveraineté numérique et patriotisme, Bamako Koura a su mettre au devant de la scène politique. Dans la quête permanente de sa souveraineté, les nouvelles autorités du pays sont allées jusqu'à la souveraineté numérique en récupérant avec succès le système informatique souverain de gestion des données grâce à des ingénieurs maliens volontaires et un exemple frappant du patriotisme et de dévouement envers leur pays. La bonne nouvelle a été partagée lors d'une cérémonie présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le mardi 13 février 2024, dans la salle des banquets du palais de Koulouba, en présence de l'ensemble des membres du gouvernement, du président du Conseil national de transition et des experts. Ce nouveau système résulte d'une collaboration entre les autorités maliennes et des experts nationaux. Lorsque la société française a pris en otage les données, les ingénieurs maliens ont ressenti cela comme une insulte à leur profession et ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Leur engagement et leur détermination ont été récompensés après 3 semaines de bataille
lorsque les données ont été récupérées avec succès. La création de la nouvelle plateforme Mali Koura Biométrie, une première dans la sous-région francophone, témoigne de l'expertise et de la persévérance de ces ingénieurs maliens. Faut-il le rappeler, la détermination et le dévouement des intellectuels maliens dans cette bataille souligne l'importance de mettre ses compétences au service de sa patrie plutôt que de passer son temps à critiquer. Un exemple inspirant de ce que le patriotisme et la collaboration peuvent accomplir quelque chose pour sa patrie. Et cette autre information très capitale pour tous les Africains ou pour tous ceux-là qui sont désireux d'une dynamique souverainiste. Le parti de Vladimir Poutine organise un forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme. Cet événement se tiendra du 15 au 17 février dans la capitale russe. Sous le thème « Pour la liberté des nations », ce forum constitue une plateforme de discussion pour les leaders du monde entier afin de débattre des défis liés au colonialisme et de promouvoir l'indépendance nationale. Plusieurs nations africaines y sont conviées, à l'instar du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui dans la foulée aura une audience avec le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, président du parti russe uni. Parmi les sujets à l'ordre du jour de cet entretien entre les deux personnalités, la question de la reconstruction éventuelle d'une base militaire russe en République centrafricaine, avec déjà un terrain spécial affecté par les autorités. Eh bien, allons cette fois-ci au Burundi pour parler diplomatie. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est à Kinshasa depuis hier pour rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi de la RDC. Les deux personnalités se sont entretenues sur la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et la stabilité de la coopération pour les deux nations. Je vous propose de regarder cet élément que nous propose Fabiola Dombe. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été reçu dans la soirée du mardi à la Cité de l'Union africaine par son homologue congolais Félix Tshisekedi, selon le communiqué signé par Gatoni Rosine, porte-parole de la présidence. Le président burundais était venu pour mener des consultations en sa qualité de président du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Signé le 24 février 2013 à Addis Abeba, en Éthiopie, cet accord a pour objectif de permettre aux 11 États signataires, dont la RDC, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi et d'autres pays situés dans la région des Grands Lacs, ainsi que des institutions internationales et régionales, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, d'œuvrer en vue de la résolution de la crise dans l'est de la RDC et dans la région. Le 24 février 2023, l'accord cadre d'Addis Abeba a totalisé 10 ans, plus d'une décennie de règne. Et malheureusement, la situation sécuritaire dans la région peine toujours à s'améliorer. Pourtant, lors de sa signature, cet accord cadre avait suscité de l'espoir de lendemain meilleur après des décennies de conflits, d'instabilité, d'exploitation et de souffrance dans la partie orientale de la RDC. Notons que le déplacement de Ndayishimiye à Kinshasa intervient 24 heures après ses échanges à Gitega avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Ouangsia, et son représentant spécial en Afrique centrale, Abdou Abari, qui ont sollicité l'appui du président burundais pour le respect de l'accord cadre. En novembre 2023, Ouangsia a regretté que malgré les efforts continus pour mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de cet accord, la violence dans l'est de la RDC continue, couplée à une augmentation des tensions politiques entre les principaux pays de la région, menaçant ainsi d'annuler les acquis de paix durement acquis au cours de la dernière décennie. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu s'est considérablement détériorée. L'escalade du conflit entre les forces armées congolaises et les mouvements du 23 mars a exacerbé la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Les derniers combats
ont entraîné le déplacement d'environ 135 000 personnes. Certains rapports indiquent que le M23 a pris le contrôle de plusieurs zones et avance vers Goma, la capitale du Nord Kivu. Ces derniers jours, des combats ont été signalés près de Saké, une ville située à 27 km de Goma. Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. Hier, mardi 13 février 2014, les forces armées de la République de Burkina Faso ont fait un résultat très satisfaisant. Ils ont neutralisé une dizaine de terroristes qui s'apprêtaient à attaquer un convoi sur la nationale numéro 3 dans le centre-nord du pays. Je vous propose de regarder cet élément. Une autre victoire éclatante des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Une intervention aérienne et chirurgicale a anéanti des dizaines de terroristes qui projetaient de s'attaquer à un convoi sur la nationale numéro 3 dans le centre-nord du pays. Ces terroristes neutralisés avaient été repérés dans la zone de Naré, entre Gibga et Dibga, à une vingtaine de kilomètres de Pisila. Juchés sur les motos, ils se dirigeaient vers un autre groupe plus important en vue d'une réunion sous un grand arbre pour prévoir leur coup. Mais une intervention de l'armée burkinabé a déjoué leur plan, les neutralisant et incendiant leur base. Les rescapés ont voulu prendre la fuite en informant leurs compères, mais peine perdue, car ils n'ont pas échappé aux vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Pendant leur fuite, un autre missile s'est écrasé sur leur tête. Rappelons qu'avant cette victoire, les forces aériennes ont accompli un exploit similaire le 12 février 2024 à Yaoungo, à 30 km de Boulsa. En effet, après avoir été héroïquement repoussés par les braves VDP, les terroristes pensaient s'en sortir. Mais des hélicoptères de combat ont mené plusieurs raids jusqu'à l'embrasement total de la base. Outre ces étapes victorieuses, les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Et puis refermons ce journal avec les États-Unis d'Amérique où une somme de 60 milliards de dollars ont été validés par le Sénat américain sur proposition du président Joe Biden à l'effet d'aider l'Ukraine dans la guerre qu'elle mène contre la Russie de Vladimir Poutine. Une somme qui a tout fait d'être refusée par le représentant de la Chambre, le président de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, Mike Johnson. Je vous propose de regarder cet élément. C'est une grosse enveloppe de 60 milliards de dollars qui pourrait être allouée à l'Ukraine comme effort de guerre pour faire face à la géante Russie de Vladimir Poutine. Des chiffres qui font froid au dos et interpellent au plus haut niveau bien d'observateurs quant aux intentions des États-Unis. Alors que dans quelques jours, ce sera le deuxième anniversaire de cette crise qui oppose ces deux nations. Le président ukrainien a exprimé son satisfecit via son compte Twitter au vu de la nouvelle de ce possible octroi de l'enveloppe par l'État américain. Je suis reconnaissant à tous les sénateurs américains qui ont fait aujourd'hui un choix moralement fort. Un tel choix est important à l'heure actuelle, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour tous les pays dont l'indépendance est la cible des frappes russes. Cela signifie que notre solidarité de défense doit être encore plus large, ainsi que des fonds. Se réjouit Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Cependant, Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, rejette d'ores et déjà cette proposition. Selon lui, cette décision trahit la volonté des Occidentaux de continuer une guerre avec la puissante Russie, ce qui pourrait aggraver les tensions entre les deux pays et menacer la stabilité régionale. Troisième personnage de l'État après le président et le vice-président, le président de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, Johnson, affirme qu'une approche plus diplomatique devrait être privilégiée pour résoudre le conflit ukrainien. Le vote du Sénat est intervenu après qu'un petit groupe de républicains opposés aux 60 milliards de dollars destinés à l'Ukraine a tenu le Sénat en haleine toute la nuit, utilisant les dernières heures du débat pour faire valoir que les États-Unis devraient se concentrer sur leurs propres problèmes avant d'envoyer plus d'argent à l'étranger. L'opposition de Johnson reflète des débats persistants au sein du gouvernement américain sur la manière de faire face à la Russie et la volonté de Zelensky lui-même à vouloir que les offensives de la Russie cessent. Certains responsables, y compris le président Biden, estiment
qu'il est nécessaire de soutenir l'Ukraine militairement pour dissuader de nouvelles incursions russes et renforcer la sécurité de l'Europe de l'Est. Les fonds alloués à la législation permettraient d'acheter des équipements de défense fabriqués aux États-Unis, notamment des munitions et des systèmes de défense aérienne dont les autorités disent avoir désespérément besoin. Eh bien, c'est la fin de ce journal, dames et messieurs. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Prenons rendez-vous pour demain. À bientôt.